Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler d'un élément dans nos vies de lecteurs et de lectrices qu'on évoque, mais à demi-mot, et qu'on utilise tous et toutes, j'imagine, énormément, mais qui bizarrement, c'est pas le spotlight quoi, c'est pas le truc dont tout le monde parle, genre on voit pas des vidéos tous les mois avec les livres que j'ai rajoutés dans ma liste d'envie. On voit plutôt des book hauls, on voit des avis lecture, on voit des vlogs de lecture, parce que finalement, nous on s'intéresse principalement aux livres qu'on a déjà en notre possession. Mais si aujourd'hui on parlait de ces fameux livres qui sont dans un espèce, tu sais, d'entre-deux, tu vois, tu sais qu'ils sont pas totalement inintéressants, et en même temps ils le sont peut-être pas encore assez pour qu'ils passent la barre de l'achat, de l'emprunt, du cadeau, enfin bref, de la forme physique ou numérique qui arrive à un moment donné chez toi. Je parle évidemment de ces fameux livres qui sont dans les limbes de la liste d'envie. Alors la liste d'envie, à quoi est-ce qu'elle sert exactement? Je pense que chacun en a une utilité propre, la mienne elle est dispo évidemment sur mon profil Livre Addict, si ça peut potentiellement vous intéresser, mais j'avoue que je l'utilise d'abord pour moi, après qu'elle soit publique ou pas, ça change pas grand-chose, c'est que j'aime bien que tout soit regroupé au même endroit. Mais ma liste d'envie, elle est très précieuse. Elle est hyper importante dans la façon dont je vais gérer mes différents craquages, mes choix, mes prochains achats. Quand je vois un livre qui m'intéresse quelque part, ça peut être n'importe où, ça peut être directement en librairie, je le prends en photo parce que je me dis tiens, il a l'air sympa. Ou alors je le vois sur une chaîne que quelqu'un l'a recommandé, l'a beaucoup aimé, ou je sais pas, il y a une couverture. Ou alors un auteur que j'aime bien qui a ressorti un bouquin mais je suis pas encore trop sûre de craquer là tout de suite, mais ça fonctionne un peu comme un pense-bête pour moi, un peu comme une sorte de salle d'attente de livres qui peuvent un jour passer justement cette fameuse barrière et devenir quelque chose que je vais vraiment lire parce que je les aurai en ma possession. Et une fois que ces livres sont dans cette liste d'envie, j'avoue que la plupart du temps, je les oublie un moment. Je fais un peu comme s'ils n'existaient pas. Je vous vois, mais de loin, de loin. On va retrouver plusieurs stades dans ma liste d'envie. Il y a les livres en anglais, que un jour je me dis peut-être ils seront traduits. Donc te précipite pas tout de suite sur la version anglaise parce que tu sais pas quand tu vas la lire. Limite le temps que tu veuilles la lire, le truc sera en français. Donc attends un peu. Il y a des titres qui sont en grand format. Et je me dis, au lieu de craquer sur le grand format, je suis peut-être pas trop sûre. Est-ce que je vais vraiment aimer? Est-ce que c'est vraiment mon style? Je vais peut-être attendre un poche. Après, il y a des grands formats qui ne passent jamais le cap du poche. Et donc, au bout d'un moment, là, ceux-ci, je me décide et je les achète en grand. Et enfin, il y a justement les poches, mais pour lesquelles, soit je me dis j'attends une fois de faire une razzia et de me dire voilà, je prends mes plein de poches au même moment, ou alors c'est des livres que je me dis je les garde en tête, peut-être que je les trouverai en seconde main quelque part. Ça peut être boîte à livres, ça peut être Emmaüs, ça peut être... Bref, voyez un peu le truc quoi. Ou alors, dernière chose, mais c'est vrai que ça, elle est assez rarement utilisée pour ça, je la partage à Vincent. Et comme ça, si Vincent a envie de me faire un cadeau une fois, il sait que les livres qu'il y a dedans, je les ai pas. C'est souvent le risque quand tu aimes beaucoup les livres et que tu en as déjà beaucoup chez toi. Les gens osent pas trop t'offrir des livres parce qu'ils se disent mais t'as déjà tellement de choses, j'ai peur de soit viser à côté, soit que tu l'aies déjà. Donc je préfère pas t'en offrir. Et moi je me souviens qu'à l'époque on m'offrait carrément des bons dans la librairie où je travaillais. Comme ça je pouvais m'offrir des livres que je voulais vraiment avec des bons que j'avais directement chez moi. C'était super. À l'heure actuelle, ma liste d'envie, elle est à la hauteur d'environ une septantaine de livres. Je vais pas vous les présenter les 70, bien honnêtement. Si vous avez envie, je vous la laisse en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit œil. Je vais m'arrêter sur quelques titres, vous dire voilà pourquoi ils sont dans ma liste d'envie. Est-ce que vous aussi vous en avez, que vous avez peut-être depuis des années, ou enfin comment vous gérez votre liste d'envie, mais ça peut vous donner aussi peut-être des, je sais pas, des envies, tu vois, des trucs que tu dis tiens moi j'avais pas vu passer ce bouquin. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Les premiers, je vais commencer par parce que c'est une sorte de série de 4 bouquins qui m'ont fait de l'œil dernièrement en librairie et où j'ai failli craquer. Puis après je me suis dit mais il faudrait quand même que je regarde ce qu'il y a dedans parce que ce sont des recueils de plusieurs histoires d'Agatha Christie mais qui sont à chaque fois séparés par saison. Donc il y a le Midwinter Murder, il y a le Midsummer, il y a le... Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce qu'ils ont fait les éditeurs parce que c'est pas elle qui... bien évidemment, elle ne fait malheureusement plus rien. Alors ils existent en anglais, c'est sûr, parce que c'est comme ça que je les ai vus dans un rayon anglais dans une librairie où j'ai été l'automne dernier je crois. Et j'ai vu que les éditions du Masque les reprenaient gentiment, donc peut-être que je les prendrai en français. En tout cas, il y a eu Effroyable Printemps, avec donc un recueil de une dizaine d'histoires
qui se passe au printemps de différentes histoires d'Agatha Christie, et donc vous l'aurez compris, il y a les 4 saisons, en anglais en tout cas, qui sont disponibles. C'est en bonne voie probablement pour avoir la suite en version française. Je pense que celui-ci, d'ici pas trop longtemps, je vais me l'offrir histoire de pouvoir le lire au printemps prochain. J'aime bien ce concept en tout cas de... Voilà. Je sais pas, ils m'ont entendu, ils m'ont dit il y a des lecteurs et des lectrices saisonnières dans le tas là, moi je crois que ça pourrait être sympa de faire ça. Voilà. J'ai une BD aussi, Dans les bois, de Emily Carroll, que j'ai depuis très longtemps dans ma liste d'envie. Bah oui, parce qu'il est sorti en 2016 aux éditions Casterman. C'est dire. Mais je l'avais mis parce que je me souviens qu'à l'époque où il était sorti, elle avait eu de bonnes critiques, cette BD. Mais beaucoup m'avaient dit « Ouais, elle est quand même vachement horreur, elle est quand même très violente, c'est très dense et tout. » Donc j'avais un petit peu hésité. Puis finalement, je l'ai vue jamais nulle part. Donc je me suis jamais dit « Bah tiens, je vais pouvoir l'ouvrir et la feuilleter pour voir si ça pourrait me correspondre ou non. » Donc je me la suis jamais commandée pour me dire regarde, je pourrais me la commander juste pour regarder en fait, c'est vrai. Ça pourrait être une excellente lecture pour cet automne ou cet hiver, qu'on est dans une forêt où il y a des jeunes filles qui disparaissent, où il y a des monstres qui viennent parasiter la vie des habitants du coin. Franchement, je me souviens que j'en avais beaucoup entendu parler lors de sa sortie, et sauf que 2016, c'est l'année de naissance de ma fille. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, des jeunes filles qui disparaissent, non, peut-être pas en fait. Peut-être pas maintenant, peut-être maintenant, je sais pas ce que j'attends, mais je la garde là parce que pour pas l'oublier et pour me dire oui, un jour, si je la vois quelque part ou que sais-je, je craquerai. Et peut-être que je dis ça et en fait elle est complètement épuisée et puis je peux plus la voir. Ça c'est le genre de choses ici, faut se gaffer. Esprit rebelle de Maggie Stiefvater, je suis pas sûre, mais je l'ai quand même mise parce que bon, de 1 le livre est très beau, mais de 2, c'est une réécriture, c'est une sorte de suite à Rebelle, donc l'histoire avec Mérida en Écosse, qui est franchement une de mes histoires à la fois Disney et Pixar préférées. J'adore cette héroïne, j'ai adoré ce dessin animé. Et j'aime beaucoup l'idée de faire un après, et pas juste faire une réécriture et réinventer ce qui aurait pu se passer si les choses s'étaient passées différemment, mais vraiment voir un après l'aventure de Mérida. Qu'est-ce qui se passe pour elle, sa famille, ses frères, après tout ce qui s'est passé dans le film. Mais là où ça me fait un petit peu peur, c'est que c'est Maggie Stiefvater. Et j'ai pas lu grand chose d'elle, mais à l'époque elle avait sorti une trilogie. C'était l'année faste de Hachette, quand ils étaient arrivés avec la collection Black Moon. Donc il y avait eu les Twilight bien évidemment, il y avait eu les 16 lunes dedans, il y avait eu les Vampire Diaries d'ailleurs, et il y avait eu Fièvre. Et je me souviens plus exactement de l'histoire, mais je me souviens que c'était un peu... C'était pas terrible. C'était un peu ces romances paranormales pour ados, mais qui étaient pas non plus très très abouties, qui étaient déjà à l'époque pas forcément toujours très bien traduites. Donc c'est vrai que je suis un petit peu mitigée, voilà. Mais c'est vrai que l'objet livre est très beau. Maintenant, craquer juste pour l'objet livre parce qu'il est très beau, et peut-être que c'est pas si bien que ça a beau être rebelle, voilà, je ne sais pas. C'est pour ça que pour l'instant, je le laisse dans ma liste d'envie, c'est pour pas l'oublier et me dire peut-être un jour. Voilà. Là, je vais vous en sortir un, même moi je ne sais plus. Ah si, c'est bon. J'ai mis La Clairière de Melinda Moustakis, donc ça c'est chez Gallmeister. Les Gallmeister en général, je les achète pas en grand format, parce que vraiment déjà qu'en poche ils sont pas mal chers, donc généralement je les prends en poche, parce que déjà ils sont très jolis, même en poche, que je préfère le poche plutôt que le grand format toujours, et ça je pense que c'est un peu n'importe quel éditeur, n'importe quel... Enfin voilà, le format est tellement plus pratique que je préfère largement les prendre en poche. Donc là, La Clairière, je me disais, tiens, je sais plus pourquoi je l'ai mis. Oui, c'est bon, Alaska 1956. Tu pourrais t'arrêter là, c'est bon, je suis vendue en fait, rien qu'avec ça. La couverture est très belle aussi, ça n'empêche rien, ça n'enlève rien, mais je sais aussi qu'il faut pas craquer que pour les couvertures. On va rencontrer Marie et Lawrence qui viennent de se rencontrer, qui vont se marier. Et plutôt que de s'installer visiblement dans la petite ville où ils vivent actuellement avec leur famille, ils décident de partir en Alaska et d'investir et de se construire une vie là-bas. Donc ça va partir de zéro. Il n'y a rien, il faut reconstruire la maison, il faut faire la terre, il faut... Enfin voilà. Et avec les années, ils vont apprendre à se découvrir, à se connaître, des fois pour le meilleur et pour le pire. Et par-dessus tout ça, ils commencent à constater que l'Alaska devient un état des États-Unis, que ça commence à se moderniser, qu'il commence à y avoir de plus en plus de choses, alors que eux n'attendaient pas spécifiquement ça. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, parce que ça se mélange entre beaucoup de nature, beaucoup d'espace, et en même temps, pas des conflits, mais des relations humaines qui vont se découvrir, qui vont peut-être des fois s'affronter au plus dur de la vie quotidienne.
toujours chez Gallmeister, c'est La guerrière de Hélène Bukowski. Je pense que c'est les premières phrases du résumé qui m'ont fait le mettre dans ma liste d'envie. Lisbeth, depuis l'enfance, souffre d'ultra-sensibilité aux émotions des autres, ce qui a fait que durant toute sa jeunesse, elle s'est vraiment repliée sur elle-même, elle s'est renfermée, et arrivée gentiment à l'âge adulte, elle décide de s'engager dans l'armée, de faire une formation militaire, parce que comme ça, c'est carré, c'est anonyme, tu suis les règles, tu fais les choses les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elle rencontre la guerrière, une femme qui visiblement a un petit peu les mêmes aspirations qu'elle. Et des années plus tard, Lisbeth va mettre fin à sa carrière militaire, du jour au lendemain. Elle ne va plus entendre parler de tout ce qui s'est passé là-bas, de tout ce qu'elle a pu faire, jusqu'à ce qu'elle retrouve cette fameuse femme à un moment donné, des années plus tard. Et les deux vont un peu se heurter, voilà, l'une à l'autre, revenir sur le passé, voir ce qui est possible de faire pour le futur. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Je sais que c'est pas très gai, mais... J'ai 2 Frances Harding que j'ai depuis très très longtemps dans ma liste d'envie. Le premier, je pense, c'est Le Chant du coucou. Ça, c'est paru chez La Talente. Il n'y a jamais eu de version poche. Là, par contre, tu vois, il faudrait que je me dise, bon, t'attendais, mais en fait, non. J'ai eu ce livre dans ma liste d'envie parce que Audrey Alouette, qui est une autrice de BD, de romans jeunesse que vous connaissez très certainement, Audrey Alouette, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises. On a échangé plusieurs fois, que ce soit par téléphone. J'avais fait un live aussi avec elle parce que j'avais notamment collaboré pour le premier tome du Grimoire d'Elphie. J'avais fait un live avec elle, avec Minnie Ludwin, l'illustratrice. Et bref, on avait beaucoup échangé et notamment on avait parlé lecture une fois et où elle m'avait parlé de Frances Harding. Où elle me disait, mais cette femme, elle pourrait écrire n'importe quoi, je le lirais. Et elle m'avait parlé du Chant du coucou, et elle m'avait dit, mais celui-ci, c'est vraiment le premier, le meilleur qu'elle ait pu faire. Et donc je l'avais mis dans ma liste d'envie, mais voyant qu'il était en grand format, je me dis, bah, je vais attendre qu'il passe en poche. Bon bah, il est jamais passé en poche. Donc probablement que je vais tâcher de le trouver, j'ai vu qu'il était dispo en numérique, je pourrais me le prendre comme ça aussi. On va rencontrer une jeune fille qui a réchappé de peu d'une noyade, donc forcément le lendemain c'est un peu encore traumatisant et difficile pour elle. Mais elle se sent hyper bizarre, elle a tout le temps faim, elle arrête pas de se réveiller et elle se retrouve avec des brindilles dans les cheveux, elle sait pas pourquoi. Il y a un truc vraiment spécial et sa petite sœur a une peur bleue d'elle et elle ne sait pas pourquoi. Et elle m'a dit, mais tu verras, c'est le truc mais le plus... il faut avoir l'esprit hyper ouvert, vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi, mais c'était incroyable. Je dis bon, ok. J'ai un autre livre de cette autrice qui est Le cœur des profondeurs ou un truc du style. C'est un truc qu'elle a fait plutôt justement avec tout ce qui est les fonds marins, les monstres marins. Elle aime bien jouer avec le côté horreur. Et ça, j'avoue qu'en livre, moi, ça me plaît. J'ai mis aussi La Voix des ombres de cette autrice dans... Celui-là, il est en poche. Je pourrais me le prendre. Il est chez Folio Junior. Donc, il ne doit pas faire vraiment très très peur, celui-ci, au pire. Ça a l'air hyper original. C'est un concept d'histoire que j'ai jamais vu nulle part. Donc en gros, quand on meurt, il n'est pas impossible qu'une partie de notre âme s'échappe, évidemment, et vienne se réfugier dans le corps de quelqu'un d'autre, qui est bien vivant. L'héroïne qu'on va suivre a toujours réussi à se protéger de ce genre de choses, et donc elle n'a jamais eu ça. Mais un jour, elle a baissé sa garde, et une âme est venue se loger en elle. Donc c'est compliqué pour elle, et en même temps, peut-être que cette alliance avec cette âme non désirée pourrait être un super rempart pour faire face à la famille de son père, qui a l'air d'être pas très sympa avec elle, et contre laquelle elle aurait bien besoin d'un allié. Alors, Lapin, je l'ai vu partout dans les recommandations, typé un peu Dark Academia, c'est un sous-style de littérature que j'adore, c'est une ambiance de littérature que j'aime beaucoup, et Lapin de Mona Awad, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a toujours conseillé. Alors, je pensais qu'il existait qu'en anglais, mais en 2021, il y a Québec Amérique qui l'a traduit, donc peut-être que, voilà, peut-être que je le prendrai en anglais, je sais pas, je verrai entre les deux. Quand Samantha accepte l'invitation à une soirée organisée par 4 filles un peu sinistres, elle plonge sans le savoir dans un monde inquiétant entre le conte de fées et l'histoire d'horreur. Un livre sur la solitude, l'amitié et le besoin d'appartenance, rempli d'humour et de magie, noir, tous les deux. Mais c'est tout ce que j'aime, mais qu'est-ce que j'attends? Il faut vraiment que je prenne ce livre. Cette autrice, voilà, on en a beaucoup entendu parler dernièrement chez les anglophones, notamment avec Rouge. Je sais que c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui n'est pas encore traduit chez nous, mais que beaucoup de gens ont lu et ont beaucoup aimé. Donc oui, elle est canadienne, l'autrice, donc évidemment, je trouve ça chouette que ce soit une maison d'édition québécoise qui l'ait traduit. Dans le genre, je suis pas trop sûre, et là j'attends le poche, c'est Les sorcières du phare, de T.J. Cook.
C'est paru dernièrement là chez Hauteville, je crois que c'est sorti en avril ou en mars, avril. Après c'est bizarre parce que le résumé me fait penser à quelque chose que j'ai déjà lu, plus ou moins, mais je sais plus ce que c'est. Et visiblement il y a peut-être une petite double temporalité, je suis pas sûre, mais on va se retrouver sur un phare situé sur une petite île en Écosse, dans les années je ne sais pas lesquelles, mais visiblement chasse aux sorcières, etc. Et des années plus tard, aujourd'hui, on va rencontrer une femme qui vient s'installer ici avec ses filles, et elle en a 2 qui disparaissent. Puis le temps passe, l'une des 2 réapparaît, mais n'a absolument pas changé depuis sa disparition. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc, cette sorte de disparition de gens, je vois ça sous une grotte ou je sais pas quoi, ça m'évoque quelque chose, un livre que j'aurais peut-être potentiellement pu lire. Je me demande si c'était pas Winter People. Winter People, que j'avais lu il y a quelques années, avait, il me semble, un truc un petit peu comme ça. Ah, celui-là, j'ai super hâte qu'il sorte en poche. Vraiment, je me réjouis trop. C'est le Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou. Bon, Anne-Laure Bondou, c'est vraiment mon petit bonbon à moi. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais j'ai toujours un peu peur de ces moments rencontres avec des autrices, des dédicaces, ce genre de moments, parce que le fait de rencontrer une personne, pas que tu as idéalisé, mais que tu imagines d'une certaine façon, être d'une certaine manière, et qui a écrit des choses que tu as vraiment énormément aimées. Anne-Laure Bondou, je l'ai découverte, j'avais 14 ans, 13-14 ans, avec La Princietta et le Capitaine, et je vous en ai parlé, je pense, des milliers de fois, mais ça fait un moment que je l'ai plus évoqué, tiens, c'est drôle. Et je me dis, c'est le genre d'autrice qui m'a tellement accompagnée, bah ça fait 20 ans, quoi, tu vois, qu'elle écrit des livres, même plus, et que je l'ai découverte et que j'adore ce qu'elle fait. Pas tout, mais la plupart des choses, vraiment, je les ai beaucoup aimées. Elle en a vraiment fait des splendides, quoi, bah, que j'ai toujours... L'aube sera grandiose, par exemple, mais... Oh, ce livre, mais il m'a tellement transpercée, bouleversée, à moitié entre le road trip et l'histoire de famille et tout ça. Enfin, moi, j'avais vraiment trouvé ça fabuleux. Et bref, tout ça pour vous dire quoi, c'était un salon du livre de Montreuil, 2014 ou 2015, je ne sais plus lequel des deux. Et j'avais vu qu'elle était en dédicace, donc j'avais pris mon exemplaire de La Princietta et le Capitaine. Sauf que c'était pas du tout ça qu'elle avait sorti à ce moment-là, elle avait sorti un bouquin, celui pour lequel elle était invitée à mon avis. En général, les autoristes sont invités à des salons et à des événements littéraires pour un livre qui vient de sortir, la plupart du temps. Et donc je vois dans la file que plein de gens ont le dernier. Je me dis, bon, j'espère que j'ai le droit d'avoir un autre que le dernier. Et j'arrive vers elle, déjà je la vois très souriante avec les personnes qui me précèdent, puis arrive mon tour, et enfin là je suis un peu, tu sais, voilà, je suis tellement émue, je suis très contente, enfin je vous donne ce livre-là parce que je l'ai adoré, et en plus dans la version le livre de poche que j'ai là, je crois, il y a une fin alternative. Parce que dans la version que j'avais empruntée à la bibliothèque à l'époque, que j'avais lue quand j'avais 14 ans, il n'y avait qu'une seule fin, et elle m'avait dévastée. C'était la première fois que j'avais vraiment eu un coup de cœur à ce point pour un livre, et où me dire, mais qu'est-ce qu'on vient de me faire? Pourquoi elle m'a fait ça, quoi? Et c'était, je pense, une des premières fois que je ressentais ça pour un livre, et ça a forcément décuplé ensuite mon amour des histoires, de tout ça. Et je vois cette fin alternative, je me dis, ah, c'est mignon, vraiment, c'est chou qu'on ait le droit à voilà, une deuxième fin au cas où. Et on parle rapidement de tout ça, l'échange se passe super bien, elle me dédicace mon exemplaire, voilà. Et ensuite, je crois que c'est l'année suivante, elle est présente à Morges, au Livre sur les quais, où je dois justement aller interviewer, alors pas du tout Anne-Laure Bondou, je dois interviewer Victor Dixon, Timothée de Fontbelle et je ne sais plus, un troisième auteur. Il y avait une table ronde, je devais faire autour de la littérature ado, etc. C'était hyper intéressant, d'ailleurs je m'en souviens encore. Timothée de Fontbelle aussi, incroyable cet homme. Et sauf qu'au moment où on est dans les allées de la tente, si vous avez déjà été au Livre sur les quais à Morges, c'est un chouette festival littéraire parce qu'il se trouve au bord du lac, avec des grandes tentes où il y a tous les livres avec les auteurs qui dédicacent. Il y avait Christelle Dabos, je crois d'ailleurs, à ce moment-là, parce que Émilie était avec moi. Et je me souviens qu'Anne-Laure Bondou, je suis désolée, l'anecdote est un peu longue. Je me souviens qu'Anne-Laure Bondou était assise justement avec Victor Dixon et Timothée de Fontbelle, pas très loin au niveau des dédicaces. Je vais un peu pour partir à la rencontre de Victor Dixon et Timothée de Fontbelle, pour un peu, voilà, bonjour, c'est moi, je vais vous interviewer après, je fais la médiatrice pour la table ronde, etc. Et il y a Anne-Laure Bondou au milieu, puis qui me dit « Mais vous êtes Margot liseuse ?» Et là, j'ai mon cœur, il a fait... Je dis là, oui.
Et vraiment, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est moi. Ah mais oui, on s'est vu l'année passée à Montreuil, c'est juste. Et puis j'ai regardé vos vidéos. Et j'étais là, ok, c'est bon, je peux mourir tranquille. Alors Moundou, elle a vu mes vidéos et c'est super. Donc autant vous dire que voilà, il y a des autoristes comme ça dans la vie. Certains, ça donne pas envie de les rencontrer parce qu'on a un peu peur de briser cette image qu'on a d'eux. Mais quand on a des super rencontres comme ça fait trop du bien. Donc, nous traverserons des orages, hein, c'est de ça que je parlais. C'est tellement moi, l'histoire d'une famille, dans une seule et même maison, sur quasiment un siècle, avec 4-5 générations qui vont se répondre, des histoires, des secrets, des... J'adore. Ce que j'aime avec Anne-Laure Bondou comme autrice, c'est que pour moi, elle a vraiment ce talent de savoir raconter des histoires. De pas prendre ces jeunes lecteurs pour des gens qui ne seraient pas capables de lire certaines histoires. Un peu comme une Clémentine Beauvais, comme un Timothée de Fontbelle, qui sont des auteurs et des autrices francophones et qui écrivent intelligemment pour les jeunes d'aujourd'hui. Et moi, je trouve ça génial. Moi, vraiment, je trouve que c'est des plumes qu'on doit énormément soutenir et qu'on doit mettre en avant parce que je les admire beaucoup et je trouve qu'ils font un travail formidable. Et puis allez, je vous en sors un petit dernier parce que j'avoue que sinon cette vidéo sera interminable et pourquoi pas, je vous ferai un épisode 2 si ça vous intéresse, ou alors tout simplement si ça vous rend curieux, vous pouvez bien sûr aller voir la liste directement que je vous laisse en barre d'infos. Le dernier, c'est une autrice suisse, donc c'est Olivia Gehrig qui a écrit Witch Hunt, la chasse aux sorcières. C'est sorti il y a pas très longtemps, l'année passée, ouais, 2023. Et ça me branche bien déjà parce que ça se passe pas très loin de chez nous, ça aussi entre Thonon, Annecy, tout ça, et on est sur un domaine où un mariage doit être célébré, sauf que la cérémonie va être perturbée par la découverte de 2 corps d'adolescents qui ont été posés sur un bûcher, un ancien bûcher de sorcières visiblement, et donc toute une enquête va se dérouler là autour. Ça mélange un petit peu tout ce que j'aime, hein. Forcément il y a un côté très enquête, il y a un côté sorcière, sorcellerie, et puis il y a ce côté de proximité vraiment où Thonon, Annecy, c'est à 2-3 heures de chez moi quoi. Donc voici pour ce premier épisode de ma liste d'envie. J'espère que c'est peut-être un format qui vous a plu. Après j'ai encore beaucoup de livres en anglais qui me font envie, il y a beaucoup de livres sur lesquels je suis pas trop sûre, donc peut-être qu'ils vont bouger, peut-être qu'ils vont partir de la liste d'envie, et donc finalement je vais les enlever. C'est pour moi une liste d'envie, ça sert à ça, c'est vivant, ça bouge, ça me conforte dans une future idée d'achat ou non. En tout cas, si c'est un outil que vous n'utilisez pas et que vous êtes du genre à énormément craquer très vite sur un livre sans trop vous poser de questions, moi je vous avoue que c'est un système que j'ai depuis un certain temps maintenant et qui me permet justement d'être un peu plus raisonnable dans mes craquages et dans mes achats. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous, quels sont les livres phares de votre liste d'envie, vraiment ceux où vous dites ceux-ci, d'ici pas trop longtemps, je vais forcément les faire sortir de ma liste d'envie pour les ramener chez moi. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.